Ses parents la vendirent comme on se débarrasse d'un poids. On l'appelait stérile, inutile, mais personne n'imaginait que son bannissement la mènerait vers une famille inattendue. Le vent soufflait à travers les couloirs glacés de la demeure Petrov, faisant trembler les vitres malgré les lourds rideaux de velours. C'était une maison imposante, bâtie de pierre et de silence, où chaque pièce respirait la froideur d'une famille obsédée par son honneur. Au cœur de ce décor, Elena errait comme une ombre. À 22 ans, sa beauté discrète aurait dû lui ouvrir les portes d'un mariage avantageux. Mais un mot, chuchoté derrière son dos, l'avait condamnée, stérile. Ce mot l'avait suivi partout. Dans les salons, les femmes gloussaient en détournant les yeux. Les hommes, autrefois charmés par ses traits délicats, s'éloignaient dès qu'ils apprenaient la rumeur. Ses fiançailles avaient été rompues 2 fois. Chaque rupture, une humiliation supplémentaire pour la famille Petrov. Son père, Nikolaï, parlait d'elle comme d'un fardeau. Sa mère, Irina, ne lui adressait plus que des regards froids, comme si elle n'était déjà plus leur fille. Elle ne pourra jamais donner d'héritier, disait Nikolaï d'un ton tranchant, comme s'il énonçait une vérité mathématique. Alors qu'elle disparaisse. Il vaut mieux perdre une fille que de porter à jamais la honte sur notre nom, ajoutait Irina, la voix dure. Un soir, Elena, dissimulée derrière une porte entr'ouverte, surprit la conversation qui scella son destin. « J'ai trouvé une solution », déclara son père. « Un chef sibérien cherche une compagne. Il est veuf, il a déjà 4 enfants. Pour lui, cette femme sera une bouche de plus à nourrir, rien de plus. Mais pour nous, ce sera une honte en moins. »« Et le prix ?» demanda Irina. « Il a offert des fourrures, des chevaux. C'est suffisant. Demain, elle partira. » Elena resta pétrifiée, ses mains tremblantes serrant sa robe. Ses parents n'avaient même plus la délicatesse de parler d'elle comme d'une personne. Elle n'était plus leur enfant. Elle était un objet, une marchandise échangée contre des biens. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Assise près de la fenêtre, elle regarda la neige tomber en silence. Ses yeux brûlaient de larmes qu'elle refusait de verser. « Puisqu'ils me vendent comme une chose inutile, alors je vivrai comme une femme libre, loin d'eux. Leur mépris ne sera pas ma fin. Je trouverai un sens ailleurs, même s'il m'en coûte la vie. » À l'aube, 2 hommes de confiance de son père l'attendaient. Un traîneau tiré par des rennes se tenait devant la demeure. On la fit monter sans cérémonie. Pas un mot d'adieu. Pas une caresse maternelle. Pas même un regard de compassion. Les sabots s'enfoncèrent dans la neige, le traîneau s'ébranla, et la demeure familiale disparut derrière les flocons. Elena ne se retourna pas. Qu'aurait-elle vu, sinon des murs de pierre plus froids que la glace? Le voyage commença. Des jours, puis des semaines. Le paysage changeait, des plaines gelées s'étendaient à perte de vue, des forêts noires aux troncs immenses semblaient se refermer sur elle. Les nuits étaient glaciales, le silence oppressant. Ses mains, habituées aux gants délicats et aux livres, se crevassaient sous le froid. Chaque secousse du traîneau lui rappelait qu'elle n'appartenait plus à ce monde d'or et de velours. Parfois, la nuit, elle ouvrait son carnet, le seul bien qu'elle avait emporté. À la lueur d'une lampe vacillante, elle y griffonnait des phrases maladroites. Ils m'ont appelé inutile. Mais peut-être, loin d'eux, pourrais-je devenir autre chose. Un soir, alors que la lune projetait une lumière spectrale sur la neige, l'un des gardes murmura à son compagnon. « Je ne comprends pas ce chef sibérien. Pourquoi prendre une femme qui ne peut donner d'héritier? Parce qu'il n'a pas besoin d'héritier. Il en a déjà 4. Peut-être veut-il simplement quelqu'un pour réchauffer ses nuits, répondit l'autre en ricanant. Elena serra son carnet contre elle. Leur rire, cruel, résonna dans son esprit. Était-ce donc cela son avenir? Devenir une ombre silencieuse dans la tente d'un homme inconnu? Pourtant, au fond d'elle, une flamme refusait de s'éteindre. Non, pensa-t-elle. Je ne serai pas seulement une épouse achetée. Je ne serai pas seulement une bouche inutile. Je trouverai une façon d'exister, de me faire respecter, même dans cette terre étrangère. Enfin, un matin, la forêt s'ouvrit sur une clairière. Là, s'élevait un campement étrange, des tentes de peau, des feux fumants, des enfants courant dans la neige. Des hommes robustes portaient des fourrures épaisses, des femmes travaillaient en silence. Le traîneau s'arrêta. « Nous y sommes », dit l'un des gardes. Tous les regards se tournèrent vers Elena. Ses vêtements citadins paraissaient déplacés, presque ridicules, dans ce décor brut. Les murmures commencèrent aussitôt. Qui est-elle? Une étrangère. Que fait-elle ici? Au centre du camp, une silhouette imposante s'avança. Grand, large d'épaules, les traits marqués par le froid et l'autorité.
Ses yeux sombres fixèrent Elena avec une intensité qui la fit frissonner. C'était lui, Ivan, le chef sibérien. Son père adoptif venait de lui être présenté par le destin. Le silence tomba aussitôt sur le campement lorsque le traîneau s'arrêta. Les enfants cessèrent de jouer, les femmes baissèrent leurs aiguilles, les hommes interrompirent leurs gestes. Tous fixaient cette étrangère fragile, vêtue de tissu trop fin pour la rigueur sibérienne. Elena sentit leur regard comme autant de flèches. Elle inspira profondément, tentant de dissimuler le tremblement de ses mains. Ivan s'approcha. Sa haute stature dominait la clairière, ses pas lourds s'enfonçaient dans la neige. Son visage, buriné par le vent, portait les marques d'un homme habitué à commander. Lorsqu'il parla, sa voix résonna grave, enrouée par les hivers. « Voilà donc la femme qu'on m'envoie. » Les gardes acquiescèrent. « Seigneur Ivan, selon l'accord passé avec la famille Petrov, elle est désormais vôtre. » Le mot « vôtre » résonna dans la poitrine d'Elena comme une chaîne invisible. Ivan la détailla un long moment, sans ciller. Ses yeux s'attardèrent sur sa silhouette fragile, sur ses joues rougies par le froid. « Elle est frêle. Elle ne survivra pas à notre hiver. » Elena serra les poings. Sa voix trembla à peine lorsqu'elle osa répondre. « J'apprendrai. » Un murmure parcourut l'assemblée. Personne n'osait répondre ainsi au chef. Ivan plissa les yeux, intrigué par ce courage inattendu. Derrière lui, 4 enfants apparurent. L'aîné, Sergueï, avait 15 ans et portait déjà un arc sur l'épaule. Ses yeux durs se posèrent sur Elena avec méfiance. Les jumelles, Katia et Anya, âgées de 10 ans, se tenaient la main et chuchotaient entre elles, leur regard vif examinant chaque détail de l'intruse. Enfin, le plus jeune, Mikhaïl, 6 ans à peine, se cacha derrière la jambe de son père, ses grands yeux clairs brillant de peur. Le cœur d'Elena se serra. Elle aurait voulu s'approcher, leur sourire, leur montrer qu'elle ne représentait pas une menace. Mais aucun d'eux ne bougea. L'air était trop chargé de méfiance. Ivan tourna les talons. « Qu'on lui prépare une place dans ma tente. Elle partagera désormais notre toit. » La tente d'Ivan se dressait au centre du camp. À l'intérieur, la chaleur du feu contrastait avec le froid mordant de l'extérieur. Les parois étaient couvertes de peaux de renne, d'armes suspendues, d'objets rituels. Elena eut l'impression d'entrer dans un monde étranger, presque sacré. Ivan désigna un coin. « Là, tu dormiras. » Elle hocha simplement la tête. Le soir, la tribu se rassembla autour du feu central. Les chants montaient vers le ciel, rythmés par le tambour du chaman. Elena, assise à l'écart, observait. Les évanques dansaient, riaient, partageaient la viande de renne. Elle se sentait invisible, mais chaque regard posé sur elle rappelait qu'elle était au centre des murmures. « Pourquoi l'accueillons-nous » chuchota une femme. « Elle est stérile, dit-on. Une femme inutile. Ivan perd la raison. » Ces mots piquèrent comme des aiguilles. Elena baissa les yeux. Pourtant, une pensée naquit en elle. Si je ne peux pas leur donner des enfants, je leur donnerai autre chose. Je leur montrerai que ma valeur ne dépend pas de ce que l'on m'a refusé. Cette nuit-là, dans la tente, elle entendit les enfants murmurer. Sergueï disait à ses sœurs. « Elle ne restera pas. Elle fuira au premier hiver. Ou elle mourra, ajouta l'une des jumelles. Le petit Mikhaïl demanda d'une voix tremblante. « Et si elle reste ?» Un silence pesa, puis Sergueï conclut. « Alors elle ne sera jamais notre mère. » Allongée dans son coin, Elena ferma les yeux. Ses larmes coulèrent en silence. Pourtant, au fond de cette douleur, une promesse se forma. « Même si vous me rejetez, je ne fuirai pas. Je ne mourrai pas. Je resterai, et je vous prouverai que je mérite ma place. » Le lendemain, Ivan lui tendit une tâche, puiser de l'eau dans la rivière gelée. Ses doigts s'entaillèrent sur la glace, ses bras s'engourdissaient, mais elle persista. Le soir, elle cousit maladroitement une peau de renne sous le regard moqueur des jumelles. Chaque erreur, chaque échec alimentait les rires étouffés. Mais elle continuait. Ivan observait sans un mot. Peut-être testait-il sa résistance, peut-être voulait-il simplement voir combien de temps cette femme de la ville tiendrait. Mais, sans le montrer, il commençait à respecter cette obstination silencieuse. La vie d'Elena venait de basculer. Elle n'était plus une Petrov, fille de noble maison. Elle était désormais l'étrangère, la femme vendue à un chef sibérien, perdue dans un monde de glace et de silence. Pourtant, quelque chose en elle refusait de céder. Derrière le rejet, derrière les humiliations, une question la hantait. Et si mon bannissement n'était pas une fin,
mais le commencement d'une vie que je n'aurais jamais osé rêver. Les jours se succédèrent, tous semblables et pourtant tous rudes. Le froid ne pardonnait rien. Chaque matin, Helena se levait avant l'aube, le souffle gelé collant à ses lèvres, pour aller chercher du bois avec les femmes de la tribu. Ses doigts, autrefois habitués aux rubans et aux plumes d'encre, se couvraient de crevasses. Sa peau fine se durcissait, ses épaules s'alourdissaient. Mais rien ne suffisait à effacer le regard méprisant que les autres lui adressaient. Elle est trop fragile. Elle ne durera pas. Pourquoi Ivan garde-t-il une femme inutile sous son toit? Chaque mot résonnait comme un coup de fouet. Helena baissait la tête, mais ses gestes restaient fermes. Elle refusait de céder. Si son corps devait saigner, alors qu'il saigne. Mais personne ne la verrait flancher. Les enfants, eux, restaient son épreuve la plus douloureuse. Sergueï, l'aîné, l'ignorait avec un mépris ostentatoire. Lorsqu'elle essayait de lui parler, il détournait la tête, les lèvres pincées. Les jumelles, Katia et Anya, la suivaient des yeux, moqueuses, riant chaque fois qu'elle échouait dans une tâche. Et le petit Mikhaïl, qui pourtant éveillait en elle une tendresse instinctive, s'enfuyait dès qu'elle s'approchait. Un soir, alors que la tempête battait la tente de ses coups de vent furieux, Helena crut entendre des sanglots étouffés. Elle se leva et aperçut Mikhaïl, recroquevillé près de l'entrée, ses petites mains serrées sur ses oreilles. Ses yeux grands ouverts reflétaient une peur qu'elle connaissait trop bien, la peur d'être abandonnée. « Chut, petit !» dit-elle doucement en s'accroupissant près de lui. L'enfant sursauta, hésita, puis, quand un éclair illumina la toile de la tente, il se jeta contre elle. Ses bras maigres entourèrent son cou. Helena, surprise, sentit son cœur se serrer. Elle le berça, murmurant des mots apaisants, des prières russes que sa nourrice lui avait jadis chantées. Ce fut bref, mais ce fut réel. Quand Mikhaïl s'endormit enfin, ses petites mains toujours agrippées à sa tunique, Helena sut qu'un premier mur venait de se fissurer. Ivan les vit au matin. Debout à l'entrée de la tente, il les observa en silence. Son regard sombre glissa de son fils endormi au très fatigué d'Helena. Il ne dit rien, mais quelque chose dans ses yeux changea imperceptiblement, une étincelle de respect, presque imperceptible, mais bien là. Pourtant, les distances restaient. Le soir, autour du feu, Ivan parlait peu. Lorsqu'il donnait des ordres, sa voix restait dure. Il semblait la juger sans cesse, comme s'il attendait qu'elle s'effondre, qu'elle avoue sa faiblesse. Mais elle, obstinée, se levait chaque jour, affrontant les tâches avec une volonté qui dépassait ses forces. Un soir, alors qu'elle avait les mains couvertes de coupures à force de coudre des peaux épaisses, Katia ricana. Elle ne sait même pas tenir une aiguille. Comment pourrait-elle être notre mère? Les rires fusèrent. Helena serra les dents, retint ses larmes, puis reprit son travail sans un mot. Quand enfin elle réussit à terminer une couture maladroite mais solide, elle leva les yeux vers les jumelles et déclara d'une voix calme. Peut-être que je ne suis pas née pour ça. Mais chaque jour, j'apprends. Et chaque jour, je deviens un peu plus des vôtres. Un silence tomba. Les fillettes détournèrent le regard, troublées malgré elles. La nuit suivante, Ivan lui adressa ses premiers mots sans froideur. « Pourquoi ne cries-tu jamais, quand on se moque de toi ?» demanda-t-il. Helena le fixa, surprise. « Parce que crier serait admettre qu'ils ont raison. Je préfère leur montrer par mes actes. » Ivan resta silencieux, mais ses yeux trahirent un éclat d'admiration. Peut-être voyait-il enfin en elle autre chose qu'une femme vendue. Peut-être voyait-il une force qu'il n'avait pas soupçonnée. Les murs de glace n'étaient pas tombés. Mais ils s'étaient fissurés. Et dans ces fissures, un feu timide commençait à naître. L'hiver n'avait jamais paru aussi cruel. La neige recouvrait tout, engloutissant la forêt et les plaines dans un silence oppressant. Les jours se ressemblaient, rythmés par les tâches de survie, chasser, couper du bois, protéger les rennes. Mais sous cette routine glaciale, une menace grandissait. Les chiens du camp aboyaient plus souvent, leurs poils hérissés, et les hurlements lointains des loups résonnaient chaque nuit un peu plus près. Helena le sentait. Quelque chose approchait. Ce fut par une nuit sans vent que la meute surgit. La lune, pleine et blafarde, illuminait la neige, transformant chaque silhouette en ombre mouvante. Les premiers grognements retentirent, suivis de cris des enfants réveillés en sursaut. Ivan bondit hors de la tente, son arc déjà tendu. Les hommes saisirent leurs lances, les femmes protégèrent les plus jeunes. « Reste ici !» lança Ivan à Helena en sortant. Mais elle n'obéit pas. Son cœur battait à tout rompre, pourtant ses jambes la portèrent dehors.
Les yeux jaunes des loups brillaient au bord de la clairière. En un instant, ils fondirent sur le troupeau de rennes. Les chiens de garde se jetèrent contre eux, le camp tout entier se transforma en champ de bataille. Helena saisit une lance appuyée contre une tente. Ses mains tremblaient, mais elle la brandit. Quand un loup bondit vers un enfant figé de peur, elle se plaça devant lui. Sa lance heurta le flanc de la bête, la repoussant avec un hurlement. Le petit se mit à courir vers sa mère. Ivan, qui avait vu la scène, resta figé une seconde. Puis il hurla. « Tiens bon !» La lutte dura de longues minutes. Le sang tachait la neige, les cris se mêlaient aux aboiements. Finalement, les loups, blessés et décimés, reculèrent dans la forêt, laissant derrière eux plusieurs cadavres d'animaux et 2 hommes gravement blessés. Le silence retomba, lourd. Les survivants haletaient, le camp était en désordre. Mais tous avaient vu Helena, la femme étrangère, la stérile, se dresser face à une bête pour protéger un enfant. Le chaman s'approcha, son tambour serré contre lui. Les esprits ont parlé. Cette femme n'est pas une malédiction. Elle est un bouclier. Le répit fut de courte durée. Quelques jours plus tard, au lever du soleil, une rumeur traversa le camp, des cavaliers approchaient. On grimpa sur les collines, et l'on aperçut une colonne de Cosaques avançant à travers la neige. Ivan fronça les sourcils. Ils viennent réclamer quelque chose. Lorsque les cavaliers atteignirent le campement, leur chef, vêtu d'une lourde fourrure, lança d'une voix autoritaire. « On dit que vous cachez une femme russe parmi vous. Elle nous appartient. Remettez-la immédiatement, ou nous brûlons vos tentes et vos rennes. » Un silence de plomb tomba. Tous les regards se tournèrent vers Helena. Elle sentit ses jambes faiblir, mais avant même qu'Ivan ne réponde, elle fit un pas en avant. « Non, je ne partirai pas. Si vous voulez m'emmener, ce sera par la force. » Les murmures éclatèrent. Les femmes couvrirent leurs bouches, les hommes se crispèrent sur leurs armes. Le chef cosaque ricana. « Voilà donc la stérile dont vos voisins se moquent. » Il cracha dans la neige. Une femme inutile parmi des sauvages. Ivan s'avança alors, ses épaules larges formant un mur devant elle. « Elle est des nôtres. Vous ne la prendrez pas. » Les Cosaques éclatèrent de rire, mais leurs mains restaient sur leurs sabres. La tension monta d'un cran. Helena sentit la panique gagner le camp. Elle inspira profondément et déclara d'une voix qui résonna plus fort qu'elle ne l'aurait cru. « Si je suis stérile, alors je ne peux donner la vie. Mais je peux la défendre. J'ai risqué la mienne pour protéger vos enfants face aux loups. Croyez-vous que je fuirai devant vous ?» Le silence fut total. Même les Cosaques parurent décontenancés par cette audace. Le chef du clan leva alors son bâton de commandement. « Cette femme appartient à notre peuple. Quiconque tentera de l'enlever affrontera non seulement nos lances, mais aussi les esprits de la taïga. » Les hommes brandirent leurs armes. Les Cosaques hésitèrent. Après un moment de silence pesant, leur chef fit un signe brusque. « Retraite !» Ils tournèrent bride, disparaissant dans la plaine. Quand la poussière de neige retomba, la tribu tout entière se rassembla autour d'Helena. Les regards avaient changé. Les femmes qui ricanaient baissèrent la tête. Les enfants, écarquillant les yeux, l'approchèrent. Même Sergueï, l'aîné, hocha la tête avec gravité. Ivan s'approcha d'elle, son visage encore sombre, mais ses yeux brillants d'une lueur nouvelle. « Tu n'étais pas obligé de parler. Tu n'étais pas obligé de rester debout. Mais tu l'as fait. » Helena soutint son regard. « Parce que ma vie n'a plus de valeur si je ne choisis pas de la défendre. Ici, j'ai trouvé une raison de rester debout. » Ivan détourna les yeux, mais ses lèvres se serrèrent comme pour retenir un sourire. Les murs de glace autour de son cœur commençaient à se fissurer. Cette nuit-là, autour du feu, la tribu chanta en leur honneur. Helena, assise parmi eux, sentit pour la première fois qu'elle appartenait à ce peuple. Elle avait été vendue comme un poids inutile. Mais désormais, elle était reconnue comme une femme de courage. Et dans le regard d'Ivan, elle devinait un feu timide, un feu qu'elle n'avait pas encore le droit de nommer. Le camp avait retrouvé son calme après la retraite des Cosaques, mais rien n'était plus comme avant. Les Evanks, qui l'avaient traitée comme une étrangère, regardaient désormais Helena avec respect. Certains la saluaient, d'autres venaient timidement lui demander de l'aide. Les enfants l'approchaient sans crainte. Même les jumelles, autrefois railleuses, observaient en silence lorsqu'elle recousait des peaux, avant de lui demander timidement de leur apprendre. Le petit Mikhaïl, lui, ne la quittait plus.
Il lui tendait ses dessins maladroits tracés dans la neige, la suivait dans ses corvées, s'endormait parfois contre son épaule. Elena sentait son cœur se remplir d'une chaleur qu'elle n'avait jamais connue. Elle n'avait pas enfanté, mais elle avait trouvé des enfants qui avaient besoin d'elle. Ivan, pourtant, restait une énigme. Il l'observait souvent, en silence, comme s'il cherchait à comprendre qui elle était vraiment. Son regard n'était plus dur, mais il restait voilé par une réserve qu'elle ne parvenait pas à franchir. Un soir, sous les aurores boréales qui dansaient dans le ciel, Elena sortit seule pour prendre l'air. Elle leva les yeux vers les lumières vertes et violettes qui semblaient embraser la nuit. Ivan la rejoignit sans un mot. Pendant un long moment, ils restèrent côte à côte, leur souffle formant des nuages blancs. « Pourquoi as-tu parlé ce jour-là, devant les Cosaques » demanda-t-il enfin. « Parce que si je me taisais, je restais l'esclave de mon passé. Je ne voulais plus être la femme qu'on vend, la femme qu'on méprise. Je voulais choisir. » Ivan tourna vers elle son visage marqué. Dans ses yeux brillait une douleur ancienne. « Moi aussi, j'ai perdu ce choix. Quand ma femme est morte, j'ai juré de ne plus jamais aimer. L'amour ne m'a apporté que la perte. » Elena soutint son regard, ses yeux emplis de larmes contenues. « Alors peut-être que moi, que tu croyais inutile, je suis là pour te prouver que l'amour peut aussi sauver. » Un silence lourd suivit. Puis Ivan baissa la tête, comme s'il rendait les armes. Les jours passèrent. Peu à peu, Ivan changea. Il n'était plus seulement le chef austère qui commandait avec des ordres secs. Parfois, il laissait échapper un sourire. Parfois, il demandait l'avis d'Elena sur les affaires du camp. Il l'observait avec ses enfants, et dans ses yeux apparaissait une lueur nouvelle, de la tendresse. Un soir, Mikhaïl grimpa sur les genoux d'Elena et s'exclama fièrement. « Regarde, papa. Maintenant, nous avons une vraie famille. » Ivan resta figé. Ses enfants entouraient Elena, comme attirés par une force invisible. Elle ne les avait pas mis au monde, mais elle les avait gagnés par son courage et son cœur. Ce fut à ce moment-là qu'Ivan comprit. Elle était devenue la mère qu'ils attendaient. Lorsque le printemps revint enfin, la tribu organisa la grande cérémonie en l'honneur des esprits de la taïga. Autour du feu sacré, le chaman invoqua les ancêtres, chantant et frappant son tambour. Tous se rassemblèrent, vêtus de leurs plus belles fourrures. Ivan s'avança au centre du cercle. Ses enfants se tenaient à ses côtés. À la surprise générale, il fit signe à Elena de le rejoindre. Les murmures parcoururent la foule, mais personne ne s'y opposa. Sa voix résonna, grave, claire. « Cette femme est venue à nous comme une étrangère. On disait qu'elle était stérile, inutile. Mais elle a risqué sa vie pour nos enfants. Elle a tenu tête aux loups et aux Cosaques. Elle a porté nos fardeaux sans se plaindre. Devant vous, devant les esprits, je dis qu'elle est des nôtres. Elle est ma compagne. » Le silence dura quelques instants, puis des acclamations éclatèrent. Le chaman leva les bras vers le ciel, bénissant leur union. Les yeux d'Elena se remplirent de larmes. Ce qu'on lui avait refusé toute sa vie, elle venait de le gagner ici, au bout du monde, un foyer, un peuple, une famille. Cette nuit-là, alors que la tribu dormait, Ivan et Elena restèrent près du feu. Il prit sa main, hésitant d'abord, puis la serra avec une force douce. « Tu m'as redonné une raison de croire, » murmura-t-il. Elle répondit, la voix tremblante. « Et toi, tu m'as donné ce qu'aucun palais, aucun titre n'aurait pu m'offrir, une famille. » Leurs lèvres se rencontrèrent enfin, scellant une union née non pas du sang, mais du courage, de la douleur partagée et de la renaissance. Les années passèrent. Elena devint une guérisseuse respectée, mêlant les savoirs appris de son enfance et les secrets des plantes sibériennes. Les enfants grandirent sous son regard, l'appelant maman sans hésitation. Ivan, jadis mur de glace, était devenu un homme de chair et de chaleur à ses côtés. Et dans les veillées, on racontait encore leur histoire, celle d'une femme rejetée par les siens, vendue comme une marchandise inutile. Mais qui, dans la neige éternelle, avait trouvé l'amour, la force et la dignité qu'on lui avait refusées. Car parfois, ce qui commence comme une punition cruelle se transforme en la plus belle des bénédictions.